Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Pascal Gana et Samuel Potier. Pascal Gana, bonjour. Vous êtes chef d'entreprise et vous êtes la tête de liste du Front National pour ces élections régionales dans notre région des Pays de la Loire. Vous êtes de notre région, vous êtes sartois et vous êtes venu avec notre tête de liste de Loire-Atlantique, Samuel Potier. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, je crois, monsieur Potier tout à fait. aussi. Et vous êtes, vous, tête de liste du Front National pour la Loire-Atlantique. Exactement. Voilà. Alors, vous connaissez donc tous les deux bien notre région. Merci d'avoir accepté mon invitation. Le Front National va créer peut-être la surprise dans le Grand Ouest. Le Front National a mis un peu plus de temps que dans les autres régions de France, que dans le Sud, que dans le Nord, à s'implanter en Bretagne ou en région Pays de la Loire. On a vu aux élections européennes que les choses commençaient à changer. Quelles sont vos perspectives pour cette élection ? Nos perspectives, ce sont celles traditionnelles du Front National, c'est de défendre la France et les Français d'abord. Mais en termes surtout... électoraux, je voulais dire. Oui, bien sûr. Oui. Et en termes électoraux, je crois qu'ils commencent à comprendre que nous sommes le seul parti qui le fasse réellement dans la durée. D'où le fait que nous pensons amplifier cette base électorale des 19, quasiment 20% des européennes, des quasiment 21% des départementales au niveau de la région Pays de la Loire. Et nous pensons, notre objectif, c'est d'atteindre les 25% au premier tour et voire plus éventuellement ensuite au second. Donc ce sont des objectifs forts qui correspondent au temps que nous vivons actuellement, qui sont des temps difficiles. Alors ça, on va en parler, ces temps difficiles. Ah là là. Mais d'abord, vous avez des terres au département où le Front National est un peu plus en situation difficile que d'autres. En Sarthe, vous portez bien. En Loire-Atlantique, en revanche, c'est peut-être plus bobo, plus difficile. Je laisse la parole à Samuel. Alors, concernant plus spécifiquement la Loire-Atlantique, effectivement, c'est une terre plus de bobo, conquête. C'est véritablement une terre de conquête, beaucoup plus que dans le Maine-et-Loire, la Mayenne ou la Sarthe, ou la Vendée d'ailleurs. Alors, cependant, comme vous le soulignez tout à l'heure, les élections européennes ont permis, dans notre département, de réaliser d'excellents scores qui ont été confirmés au moment des départementales, puisque nous avons eu une moyenne aux alentours de 20% sur l'ensemble du département, et avec la présence de 3 de nos candidats au second tour, dont Jean-Claude Blanchard à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, tout à fait. Alors, question pratique. Il m'arrive parfois Mon rôle aussi, c'est d'écouter les gens, de discuter avec eux. Et j'entends parfois certaines personnes dire, dans notre département, dans notre région, on est tenté de voter pour le Front National, mais on n'ose pas le faire parce que ça peut faire gagner la gauche. Il y a ce qu'on appelle le vote utile. Alors, que diriez-vous à ces personnes ? Eh bien, je leur dirais que le Front National a toujours lutté contre la gauche, le socialisme, le communisme, je crois, aujourd'hui, est quand même fort mal en point, même s'il garde étrangement des adeptes. Mais je crois que l'esprit humain est ainsi fait qu'il y a toujours des gens qui aiment les sectes, et donc la secte communiste garde ses fidèles. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes persuadés que le socialisme aujourd'hui en France a 2 formes. Il a sa forme officielle, estampillée, celle du Parti socialiste et de ses alliés. Et puis il y a une forme plus douce, c'est celle du centrisme de gauche vers lequel a évolué la droite classique. Et nous en avons eu un exemple ici avec M. Retailleau. Je pense que voter utile dans notre région, c'est ne pas voter pour la liste de M. Retailleau, qui comprend d'authentiques femmes et hommes de droite, mais qui comprend aussi d'authentiques femmes et hommes de gauche à travers l'UDI et le MoDem. M. Retailleau a éliminé de sa liste, ou les a marginalisés totalement dans tous les départements, les hommes et les femmes de conviction, ceux qui viennent de son passé bien lointain maintenant du MPF. Je pense particulièrement à M. Pilard, fondateur de Sens Commun, qui, en Loire-Atlantique, se trouve 18e, bien après des modems en position éligible, et qui, lui, risque de ne pas être élu. Donc, je pense aussi au conseiller municipal Jamin de Saumur, du PCD, Charles-Henri Jamin, oui, qui a été éliminé, lui, carrément. Je pense à Madame Sandra Bureau, qui a du MPF, mais qui était quand même dans sa liste, théoriquement, qui a été éjectée. Et je pense qu'il y a d'autres cas que nous connaissons moins, parce que les gens ont fait moins de bruit, l'ont moins fait savoir. Mais derrière M. Pilard, il y avait d'autres gens qui, eux, alors là, ont disparu complètement dans les oubliettes. Et il est très clair que M. Retailleau
représente et contient dans sa liste et a accepté des gens qui sont socialistes. Car n'oublions pas que le grand reproche du vote Front National qui ferait passer la gauche, il se retourne contre M. Retailleau, puisque M. Bayrou avait appelé à voter Hollande en 2012. Ce qui fait que, étrangement, M. Retailleau... La pilule qui passe toujours pas chez nombreux adhérents du... Tout à fait. Eh bien, M. Retailleau a fait voter, s'est allié aux gens qui ont fait passer Hollande dans toute la officiellement. France. Voilà. Dans toute la France. Oui, mais vous savez, là, c'est une cuisine qui concerne ceux qui s'intéressent aux idées, à la politique. Et est-ce que vous n'avez pas le sentiment aussi que parfois, quand on va voir un petit artisan ou un commerçant qui est dans ses charges, qui en a ras-le-bol, parfois certains sont au bord du suicide, ils ne s'intéressent pas au fond du débat, comme vous venez de le faire, et ils se disent on va aller au plus simple, on veut éliminer ce qu'on appelle les socialistes en titre. Voilà, à ces gens-là. Alors j'ai une réponse, c'est que ces gens-là souffrent de quoi? Ils souffrent d'un système législatif, d'un droit du travail aberrant, que M. Sarkozy et la droite n'ont pas réformé. Ils souffrent également du RSI. Or, le RSI, c'est Sarkozy qui l'a fait. Oui. Avec Michel Bertrand, l'actuel challenger... Xavier Bertrand, pardon. L'actuel challenger de Marine Le Pen dans le Nord-Pas-de-Calais. Et donc... Xavier Bertrand qui a même fait voter une loi. C'est un dossier qu'on connaît bien ici parce qu'on connaît Claude Reichmann qui intervient souvent. Ah oui, c'est vrai, oui, Claude Reichmann. Voilà, qui a fait voter une loi pour... interdire de critiquer même ou de débattre de l'éventuelle fin du monopole de la sécurité sociale. Il n'y a que dans les dictatures qu'on fait voter une loi pour interdire de débattre d'un sujet. Vous vous rendez compte? C'est sûr. C'est la même chose d'ailleurs sur l'avortement. Il est interdit de manifester devant des centres d'IVG parce que ça pourrait provoquer des traumatismes psychologique chez certains. Même sur la météo maintenant. Oui, maintenant sur la météo, on ne peut plus débattre. Et alors donc, si vous voulez, moi je dis à ces artisans, à ces commerçants, à ces chefs d'entreprise, de petites entreprises, des gens qui souvent d'ailleurs ont le même niveau de vie et une quantité de travail équivalente à celle de leurs salariés, je leur dis, réfléchissez bien, ne vous fiez pas aux apparences. C'est sûr que la gauche, vous en avez par-dessus la tête, mais ne vous faites pas d'illusions. De 2007 à 2012, la rupture n'a pas eu lieu. Et elle n'aura pas lieu avec M. Retailleau, car le RSI, c'était Sarkozy, et ça l'est encore. Et vous n'entendez pas M. Retailleau parler de revenir là-dessus. Certes, ça n'est pas du niveau régional, mais la critique qu'il fait, dans le fond, à la gauche, quelle est-elle? C'est tout simplement de ne pas suffisamment satisfaire à un clientélisme différent. La gauche, elle, s'adresse aux associations, au milieu de gauche. La droite s'adresse au MEDEF, mais pas vraiment à la petite entreprise d'ailleurs. On le voit bien on aura l'occasion d'en parler sur Notre-Dame-des-Landes. Et moi je crois que M. Retailleau en réalité c'est un faux semblant, c'est une fausse droite, c'est un faux socialisme. Et nous avions dit au début de la campagne, les deux socialismes, le chimiquement pur de M. Clergeau, le dilué de M. Retailleau, eh bien nous y sommes avec le MoDem. N'êtes-vous pas sévère quand même, Pascal Gana? Bruno Retailleau, on ne peut pas dire qu'il est socialiste par son éducation, par son expérience. Vous n'êtes pas un peu sévère à l'égard de Bruno Retailleau? Vous savez, il y a beaucoup eu de socialistes qui avaient une éducation bourgeoise. Il suffit de voir M. Fabius, qui est né dans une famille d'antiquaires milliardaires et qui était un spécialiste des concours d'équitation. C'est pas la même chose pour Bruno Retailleau, il vient de la terre. Il vient de la terre, mais il en est loin. Il en est loin car il a été... il était dans la défense du souverainisme, il a été le porte-parole de Philippe de Villiers au présidentiel de 95, il était pour le maintien du franc et de la souveraineté française, il a voté contre le traité de Lisbonne avec Philippe de Villiers, et aujourd'hui il est pour. Donc si vous voulez, le fait d'être enraciné, vous savez, des gens qui mettent des bottes en caoutchouc pour se promener dans la campagne avec un barbour, c'est un numéro classique du candidat bourgeois d'ailleurs, parce que les bottes, le chameau et le barbour, ça fait déjà un attirail à 1500 €. Ce qui n'est pas en général la tenue du paysan de la terre, vraiment. Et moi, je crois, si vous voulez, je crois plus à l'authenticité qu'à la pose. Prendre un air rural sur un paysage de chemin creux, c'est très facile devant un photographe. Mais ensuite, il faut assumer la réalité de la terre. Et la réalité de la terre, c'est la souffrance de ceux qui y vivent. Ça n'est pas au Sénat que M. Retailleau a fait la preuve qu'il n'était pas hors sol, puisqu'il passe son temps à reprocher à ses adversaires d'être hors sol. Eh bien, je ne vois pas, moi, en quoi il a gardé ses racines. Alors, M. Gana,
j'imagine aussi ceux qui nous écoutent et qui vont dire, voilà, ça fait 5 minutes qu'ils passent leur temps à critiquer la droite. Mais quand même, parler des sortants. Qu'en pensez-vous alors? Les sortants, ceux qui nous écoutent, voilà, j'imagine, oui, mais voilà, je sais, ça fait 5 minutes qu'ils critiquent la droite, ils n'ont pas critiqué la gauche. Je me mets à la tête de mes auditeurs. Oui, mais vous avez raison. Et moi, je dis à ces auditeurs, dans le fond, regardez bien la vie politique des 30 dernières années. Nous avons eu l'alternance, plusieurs fois, mais nous n'avons jamais eu d'alternative. Donc, il est évident que le mal absolu, c'est le socialisme. Mais cette droite qui la décalque n'est pas mieux. Et moi, je pense que, si vous voulez, concernant M. Clergeau ou M. Oxiette, ils sont, eux, tout à fait l'équivalent dans l'attitude politique de ce que fait M. Clergeau à droite. C'est-à-dire ils prennent une pause de gestionnaire. Alors, M. Oxiette, effectivement... Ce que fait M. Retailleau à droite. Oui, oui, je pense. C'est-à-dire qu'ils prennent une pause de gestionnaire. C'est-à-dire qu'ils disent, dans le fond, nous gérons de la dette et des impôts. Nous sommes socialistes, nous le gérons de façon de gauche, c'est-à-dire que nous donnons un peu plus d'argent aux associations, beaucoup d'argent aux associations communautaristes, nous faisons de l'insertion, nous faisons du social, et il est évident que en repeignant les cages d'escalier, comme disait la gauche dans les années 90, aujourd'hui on est dans l'intégration, on est dans l'accueil du réfugié, on est dans la gratuité généralisée, on est dans le care, vous savez cette expression anglo-saxonne qu'avait reprise Martine Aubry. On est dans une espèce de caritatif de gauche avec l'argent des impôts, bien évidemment. Et je pense que ceci est parfaitement condamnable. Moi, je n'ai rien à voir avec cela. Le Front National combat cette gauche. Le Front National pense que le travail est la valeur première et les fruits du travail, j'allais dire vraiment ce qui fonde la dignité humaine et la place de chacun dans la société. Et le socialisme en est la négation absolue, malgré son discours souvent pseudo-ouvriéristes, encore qu'ils n'en sont même plus capables, puisque leur mode de vie rend cela bien peu crédible. Oui, enfin, le discours pseudo-ouvriériste, les études de fondations comme Terra Nova ont signifié la fin et la rupture. On le voit avec M. Clergeau. Monsieur Clergeau. Mais on entend souvent, en revanche, les élus de la majorité sortante dire on est proche des entreprises, la cohabitation semble bonne avec le patronat local, avec le MEDEF, on fait pour les entreprises. Voilà, j'ai aussi, en tant que journaliste, l'habitude de côtoyer ces gens-là. Ouais. Ils ont un discours entrepreneurial. Quoi. Oui, mais c'est normal, parce que si vous voulez, à partir du moment où ils ont abandonné le peuple de gauche, ils essayent de conquérir le centre-gauche, et donc ils sont en concurrence directe avec M. Retailleau. Donc ils se battent tous les deux au centre-gauche pour être élus. Donc évidemment, au centre-gauche, ils essayent de créer un consensus avec les milieux économiques. Les milieux économiques, vous savez, politiquement, traditionnellement, les bourgeoisies du monde entier, à toutes les périodes de l'histoire... C'est comme un voilier. Donc voilà, elles sont toujours du côté du pouvoir, ce qui est normal, puisque... Quand on a une entreprise à faire tourner, une affaire à développer, dans le fond, la politique, c'est un élément secondaire. On essaye d'abord de penser à son entreprise et aux intérêts immédiats de ses salariés, de son affaire, etc. Le MEDEF défend des intérêts, il ne défend pas forcément les intérêts de la France. C'est-à-dire le MEDEF... Oui, le MEDEF, c'est un syndicat de patrons. Voilà, le MEDEF, si vous voulez. Et donc, d'une certaine façon... Eh bien, quand la gauche est au pouvoir dans la région de gauche, dans une région de gauche, le MEDEF essaye d'avoir de bons rapports avec la région de gauche, avec le pouvoir de gauche. De toute façon, si le Front National est au pouvoir dans les régions, vous allez voir que le MEDEF va venir inviter à déjeuner tous les conseillers régionaux Front National. Si le parti de Mélenchon devait être au pouvoir, le MEDEF les inviterait à déjeuner de la même façon. Et c'est comme ça. C'est un syndicat de patrons qui est là pour défendre les entreprises. Voilà, c'est tout. Alors, moi, je pense que c'est un syndicat de patrons qui ne défend pas toutes les entreprises, qui défend surtout les grosses entreprises. Les grosses entreprises, on est d'accord. Les TPE et PMI et PME, je pense, sont moins défendus. En ce qui concerne M. Oxiette, je trouve que ça a été un personnage extrêmement habile. C'était une sorte de survivance de la SFIO. Il avait ce côté comme ça, bon vivant, voilà, il était un homme de contact, il était capable de parler pendant des heures avec tout le monde, il offrait le visage du socialisme souriant, bien loin du socialisme frénétique et idéologique de M. Valls. Et d'ailleurs, le Parti socialiste n'aimait pas M. Oxiette. Hollande a dit un jour, ça a été rapporté par plusieurs journalistes, « Je me méfie d'Oxiette ». Il faut se méfier d'Oxiette. Parce qu'Oxiette était un pragmatique
et pas un idéologue. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas obéi à l'idéologie de gauche, mais il avait bien compris que les Français la rejettent, et il avait tout fait pour la masquer. Alors, il est parvenu à le faire 2 fois. Il faut dire qu'en face de lui, il a eu quand même ici la droite la plus bête du monde en Pays de la Loire. Entre M. Fillon et M. Béchu, il a eu quand même droit à 2 candidats qui avaient fait campagne au centre et qui, évidemment, ont perdu. Donc, M. Oxiette s'est engouffré dans la brèche. Il a fait son rôle il a joué son rôle d'élu socialiste. Et M. Clergeau est, dans le fond, dans la même lignée, un peu plus moderne, un peu plus techno. Il est dans cette espèce de consensus mou. On discute avec tout le monde, mais dans le fond, on applique une politique de spoliation par l'impôt et d'endettement, comme dans toute l'histoire de la gauche française, dans toutes les collectivités. Je ne vois pas la différence entre le socialisme ligérien et le socialisme de Madame Aubry. Alors, on va aller maintenant droit au but. Qu'allez-vous faire si vous êtes élu? Que feriez-vous? À moins que Samuel Potier, vous avez encore un... Non, je crois que Pascal a parfaitement fait le tour concernant à la fois la liste de M. Clergeau et celle de M. Retailleau. On verra ce que nous réserve le premier tour. M. Clergeau disposera vraisemblablement d'un apport de voix en provenance de l'extrême gauche ou des écologistes, qui sont eux-mêmes extrêmement divisés. On va donc assister à une tartufferie, une fois de plus, où les voix de gauche vont se reporter toujours sur le Parti socialiste. Et quant à M. Retailleau, je crois que Pascal a bien défini. Après avoir été is no good en Vendée, il fait du tri sélectif en virant comme une malpropre Sandra Bureau, donc qui représentait l'aile droite de sa liste, en saupoudrant un petit peu de sens commun avec Sébastien Pilard à la 18e place, et en faisant la part extrêmement belle à l'UDI et au Modem, qui squattent 3 des 4 premières places de la liste en Loire-Atlantique. Donc voilà, je crois que maintenant le choix pour les électeurs de Loire-Atlantique est relativement facile entre ces 2 listes qui sont semi-concurrentes et le Front National, qui dispose d'une liste avec des nouvelles générations de personnes en politique, de compétences également. Voilà, je pense que nous avons la possibilité de réaliser un excellent score dès le premier tour qui nous permettrait d'envisager le second tour avec beaucoup d'allégresse. Alors le Front National, qui en Loire-Atlantique, on l'a vu, a fait des bons scores dans des villes très très opposées sociologiquement, à La Baule comme à Saint-Nazaire. Voilà. Tout à fait. C'est intéressant à voir. Alors là, il y a un vote sociologique en Loire-Atlantique qu'on retrouve d'ailleurs un petit peu dans chaque département, mais on fait d'excellents scores dans des villes comme Saint-Nazaire, une nouveauté dans des villes comme La Baule également, et bien évidemment dans des... Une nouveauté, il y a toujours eu un étiage assez... plus score... fort à La Baule qu'ailleurs autour. Tout à fait. Cependant, le score des départementales était quand même extrêmement élevé sur la ville même. Et on retrouve aussi d'excellentes performances dans des zones rurales, que ce soit au sud ou au nord du département, dans le pays de Châteaubriand ou de Nord-sur-Aire notamment, ou le pays d'Ancenis, et également dans ma circonscription, dans le canton dans lequel j'étais présent, moi qui est dans le Vignoble, dans le canton de Valette, où on a réalisé nos meilleurs scores, puisqu'on a réussi à égaler le score de Marine Le Pen aux européennes, ou à la présidentielle, voire à le dépasser dans certaines communes, ce qui est une nouveauté. Alors, votre programme pour la région, comment se décline le programme du Front National adapté aux compétences de la région? Monsieur Gana. Je vais poser le cadre et puis ensuite... y a une première mesure, que nous proposons, qui est notre mesure phare, qui est une mesure qui n'est pas que symbolique, qui a étonné beaucoup les journalistes au début quand nous en avons parlé il y a quelques mois, parce que l'actualité ne s'était pas encore cristallisée sur les finances publiques et sur la fiscalité des particuliers, et du fait de l'augmentation des impôts locaux, de l'annonce de la baisse des dotations de l'État, et puis de l'aggravation de la crise générale des finances publiques. Nous avons proposé dès le départ de diminuer le budget du Conseil régional de 1% par an, c'est-à-dire 6% pendant la mandature, ce qui fera un peu plus que 6 puisqu'il y a un effet cumulatif. Donc sur un budget de 1600 millions, ça fait 16 millions par an. Vous faites le calcul, voilà, ça fait quasiment 100 millions à peu près sur l'exercice, sur le mandat. C'est beaucoup.
parce que cela permettra de désendetter la région, de commencer à baisser la fiscalité, et donc d'envisager l'avenir de la gestion de cette collectivité territoriale comme une gestion alternative. Et vous répercuterez cette baisse sur nos feuilles d'impôt. Évidemment, c'est-à-dire que le but, si vous voulez, c'est de faire en sorte c'est ce qui nous intéresse. que les régions et les départements fonctionnent comme ils ont fonctionné pendant quasiment 2 siècles en France. C'est-à-dire qu'avant l'existence des régions, les départements fonctionnaient avec un budget en équilibre et construisaient des routes, des écoles, des ponts, des chemins de fer quand les chemins de fer ont commencé à exister, etc. C'est-à-dire que, si vous voulez, on fait croire aux Français aujourd'hui que gérer, c'est gérer de la dette. Et nous voulons rompre avec ce modèle pervers qui n'est pas que français, hein, il faut quand même le reconnaître, il faut être juste. Tous les pays occidentaux ont vécu sur la dette et on voit où est-ce qu'on en est. On ne finance pas le progrès par la dette. On mange l'avenir des générations futures par la dette. Et aujourd'hui, les jeunes générations se trouvent dans une situation où chaque jeune Français qui naît a 22 000 euros de dette nationale, plus les dettes locales. Et dans notre région, par exemple au Mans, cela fait qu'un jeune Manceau est quasiment à sa naissance à 30 000 euros de dette. Et il est évident que c'est quelque chose de fou. Et or, moi, je constate que aussi bien M. Clergeau que Retailleau ne veulent pas s'attaquer à ce problème. Car ce problème est un problème qui n'est pas démagogique. Il n'est pas démagogique de dire aux gens « Nous allons moins faire de réalisations mirifiques, nous allons moins distribuer d'argent un peu partout pour nous faire bien voir et faire croire que nous existons, mais nous allons diminuer, par contre, ce qui repose sur vos épaules pour vous permettre d'envisager l'avenir de façon autonome. » C'est-à-dire pour rendre aux départements, aux communes et aux citoyens et aux entreprises un peu plus d'argent parce qu'on leur en prendra moins. Et vous savez, quand des politiques comme Raymond Barre, par exemple, ont dit ça dans les années 80, pardonnez cette expression, tout le monde se foutait de sa gueule en disant on s'en fout. Voilà, question de la dette. 16 millions à peu près, je vous en prie. Ouais. Alors je rajouterais que Jacques Chirac et M. Juppé, parce qu'on est toujours dans l'actualité, vous savez, l'actualité de la droite, c'est de travailler toujours avec des revenants. Aujourd'hui, l'espoir de la droite, c'est un monsieur de 70 ans qui a été un Premier ministre catastrophique. Et il a été catastrophique, tout d'abord parce qu'il a quasiment rien fait en réforme. La seule réforme qu'il a tentée s'est terminée par une révolte populaire. Et ensuite, par la perte des élections législatives. Et la cohabitation. Et la cohabitation. Or, à l'été, le premier été de 95, celui qui suivait l'élection de Jacques Chirac, avec Juppé Premier ministre, il y avait un ministre des Finances et du Budget qui s'appelait Madelin. Alain Madelin a dit « Nous allons dans le mur à cause de la dette. Je veux un budget en diminution. Je veux diminuer la fiscalité, diminuer la dette. Il faut qu'on sorte de cette spirale infernale. » Il a été viré sur demande de Juppé. Juppé a piqué une crise. Voilà. Eh bien, nous en sommes aujourd'hui en 2015, toujours dans ce débat. En disant qu'il me fait chier. Voilà. Je vous employais le terme. Donc, 1995-2015, nous revoyons les mêmes et nous voyons leurs épigones locaux. Monsieur Retailleau, qui est apparu dans le jeu politique et qui, dans le fond, défend cette ligne. Donc, d'une certaine façon, si vous voulez, nous, par cette mesure, nous mettons tout le monde au pied du mur et nous nous apercevons que personne ne veut répondre à la question de la dette. Oui, mais je ne sais pas pourquoi les Français ont la mémoire. Je vais vous donner un exemple. Et je voulais avoir votre explication. Là. Ça relève presque du médical, peut-être. Éric Zemmour est venu au mois de mars dernier faire une conférence à Eula-Baule. Et la salle était pleine, il y avait plus de 500 personnes. Les gens ont applaudi. Et les gens lui ont demandé, dans la classe politique actuelle, vous voyez, Zemmour a dit aux Républicains, vous voyez, personne pour sauver l'autre, ils sont tous nuls, ils sont tous incultes, ils vous trahiront tous. Les gens étaient debout, ils applaudissaient, bravo. Ici, on est dans des petites villes, donc on se croise. J'ai vu des gens sortir qui me reconnaissaient, qui me disaient « Oh, Zemmour était fantastique, super Zemmour et tout. » Bon, j'ai compris. Et les gars, je les croise 3 mois plus tard. Il me dit « Ah, on s'était vu, Zemmour était bien et tout. » Bah, finalement, moi, je vais voter Juppé aux prochaines élections. Ou je vais voter Le Maire. Je sais pas, il y a un truc qui fait que ça relève... Et je suis sûr que vous en croisez aussi, parfois. Toi aussi, Samuel. Il y a deux choses. Tout d'abord, je veux dire, il y a deux choses. Il y a d'abord, l'esprit humain aime bien avoir ses habitudes. Nos habitudes nous tiennent chaud, disait Maurice Barrès. Et ce sont souvent nos pires ennemis.
Ça peut être nos bons ennemis si les habitudes sont vertueuses. La facilité n'est jamais une habitude vertueuse. Les Français adorent la facilité, ils adorent s'illusionner. C'est le peuple du verbe, c'est le peuple de l'idéologie, souvent du refus du réel. Pour les Français, la politique, c'est souvent quelque chose de totalement idéologique. Ça n'est pas de la gestion, contrairement à d'autres pays où on ne parle que de gestion. Je pense aux pays anglo-saxons ou aux pays nordiques. Ou à l'Allemagne. Donc chez nous, c'est toujours dans le domaine du verbe, du mot, de l'apparence. Et bien évidemment, beaucoup de Français se laissent prendre à cela. Et puis vous savez, quand vous parlez de réforme aux gens, d'une certaine façon, vous leur dites qu'il va falloir peut-être se serrer un peu la ceinture. Alors aujourd'hui, les Français crient et hurlent parce qu'ils sont blessés au portefeuille et souvent de façon très difficile pour eux par la fiscalité des particuliers ou des PME, TPE, ou par le chômage qui en résulte. Mais évidemment, ils n'ont peut-être pas encore fait le lien, je crois qu'ils commencent à le faire, entre dette et endettement public, fiscalité et chômage et appauvrissement. Je pense qu'il y avait une chaîne logique que les Français ne saisissaient pas, parce qu'il y avait eu l'esprit de mai 68, Zemmour l'explique très bien dans son livre, et je pense qu'on est en train de sortir de cette période, et que c'est difficile. Vous savez, les périodes de mutation sont toujours des périodes un peu tragiques, psychologiquement difficiles, et je pense que nous sommes en train de quitter définitivement l'illusion que nous retournerons vers les 30 glorieuses. Les Français ont cru pendant longtemps qu'on allait retrouver les années 60, les années d'avant, et aujourd'hui, les Français sont en train de comprendre que c'est fini. Et ils se bercent d'illusions parfois encore dans des opérations à la Charlie Hebdo, dans des opérations, voilà, ils ont envie parfois de se raccrocher et puis ils voient que la réalité est beaucoup plus brutale en face d'eux, avec une méconnaissance des circuits économiques. Quand on parle de l'immigration, Pascal Gana, quand on prend, certains me disent l'exemple de Londres, qui est une ville très accueillante, qui accueille les immigrés, c'est tout à fait vrai. Les immigrés apportent une richesse à une ville comme Londres, mais il n'y a aucun système social en Angleterre. Donc la personne qui arrive sur le territoire est obligée de créer de la richesse pour survivre elle-même, ce qui n'est absolument pas le cas en France. Donc il faut mettre en corrélation nos systèmes de protection sociale sont totalement incompatibles avec le système anglais. C'est-à-dire l'espace européen. L'espace européen. Qui, du coup, est un espace tellement contrasté que certains pays accueillent plus que d'autres, plus facilement, et n'accueillent pas les meilleurs. C'est-à-dire, ils accueillent ceux qui veulent être assistés. Ceux qui veulent gagner de l'argent, faire des carrières, vont en Angleterre. Nos jeunes issus de l'immigration qui ont des diplômes réussissent beaucoup mieux en Angleterre. D'abord parce que le problème de leur origine se pose moins. Et puis surtout parce que c'est un pays qui est ouvert à la dynamique entrepreneuriale, au fait que le diplôme n'est pas la seule condition pour réussir. C'est surtout ça. La question de l'origine, pour moi, ne compte absolument pas. Parce que en France je ne crois pas. Eh bien, Disons que je pense que je veux bien croire, moi, que de jeunes diplômés issus de l'immigration soient parfois discriminés sur leur nom. Je pense que ça doit être vrai. Mais je m'aperçois d'une chose, c'est que moi, j'ai des enfants qui ont vécu à Londres. En Angleterre, le problème ne se pose pas. Sur leur adresse. Voilà, français ou étrangers, tout le monde est sur un plan d'égalité. Et je dirais même que le diplôme n'a qu'une valeur relative en Angleterre. Parce que ce qu'on regarde, c'est la capacité de la personne à s'adapter. Et on peut très bien, dans un milieu financier, engager un ingénieur chimiste en lui disant, si tu sais faire des statistiques, nous te prenons, et si tu sais t'adapter, nous te garderons. En France, c'est impensable. Si vous avez un diplôme d'ingénieur chimiste, vous n'envoyez pas votre CV dans un cadre financier ou économique, si vous voulez, de pure économie. Moi, je crois que le problème aussi du système français, c'est que nous payons ce que Zemmour analyse très bien, l'idéologie du monde enseignant, de l'éducation nationale, qui a compartimenté la société dans une espèce de pyramide mandarinale, où il y a ceux qui ont tout raté, qui feront des métiers manuels. Il suffit d'assister, moi j'ai été quelques années enseignant dans l'enseignement catholique, les conseils de classe, ah ben lui il est pas bon, il ira en apprentissage. C'est la phrase des enseignants. Il est pas bon, il est pas bon pour les études, il ira en apprentissage avec beaucoup de commisération, comme si le fait de devenir mécanicien et éventuellement un jour d'être un entrepreneur, un garagiste indépendant, concessionnaire automobile, était plus dégradant
que devenir fonctionnaire Attaché des de presse, impôts, ou machin, fonctionnaire des impôts. ouais. Voilà. Et donc, voilà, bah, c'est tout le problème français. Le Front National le dit. La droite, d'ailleurs, le dit aussi, mais n'a rien fait pour le changer. Puisque moi, je regrette, mais la droite, Jacques Chirac l'avait dit en 95, il l'a redit ensuite en 2002. Sarkozy, lui, a dit qu'il allait rompre avec le socialisme, sans doute celui de Jacques Chirac, et il n'a rien fait. Et finalement, aujourd'hui, nous revoyons les mêmes nous dire qu'ils vont préparer l'après-socialisme. Et c'est assez troublant de voir Monsieur Juppé devenir l'espoir de la droite française. Ça, je dois dire que pour moi, c'est un spectacle absolument abracadabrantesque, comme aurait dit Jacques Chirac. Ouais. Alors, on va parler des 16 millions d'économies. Mais vous avez ce que vous dites est aussi très juste sur l'apprentissage, parce qu'en réalité, il y a aussi des modes de vie de pensée plus anglo-saxons, ou même parfois les personnes âgées qui ont connu la guerre, les situations difficiles ou l'exode, disent à leurs petits-enfants, il vaut mieux qu'ils apprennent un vrai métier qui lui sera utile dans le monde entier, comme être boulanger, comme être plombier, comme être garagiste, parce que là, tu vas n'importe où dans le monde, tu poses tes valises, tu t'en sortiras. Et les gens raisonnent, on a oublié tout cela. Alors, je reçois Pascal Gana et Samuel Potier. Vous êtes Pascal Gana, chef de file du Front National dans notre région des Pays de la Loire, et Samuel Potier en Loire-Atlantique. Concrètement, 16 millions d'euros par an, 64 millions en 4 ans, vous les trouverez où? Alors, Samuel Potier, peut-être, monsieur Potier. Alors, concernant la première année, vous êtes élu, là, vous devez sortir voilà, 1% de budget en moins. Donc, grosso modo, un équivalent de 16 millions d'euros. Alors, ça peut se dérouler de plusieurs manières, notamment la réduction de certaines subventions, associatives notamment, qui n'auraient peu ou prou d'intérêt quant au fait d'être conservées. Ça passe également par une gestion humaine peut-être plus rationnelle des effectifs de la fonction publique territoriale, donc du conseil régional et de tous les fonctionnaires qui y sont affectés, notamment par le fait d'étudier de manière extrêmement sérieuse le remplacement de certains départs à la retraite, et puis de réorganiser certains services internes au conseil régional afin de pouvoir obtenir des économies assez fortes. Nous irons... À l'échelon de la région, je précise, c'est une petite somme, 16 millions. Vous faites ça vraiment... Cette somme de 16 millions représente 1% du budget. C'est une somme relativement modeste. Enfin, ça doit être très facile à trouver les 2-3 premières années. Quand vous avez parlé des subventions, dépenses de communication... Là, on peut tailler très vite. Effectivement, on peut... La grande difficulté viendra peut-être sur la conservation sur la fin, au bout de la 5e année. Oui. L'objectif est très clair. Il est clairement de 1% par an. Donc effectivement, les premières années, il y a des possibilités offertes qui sont plus amples. Mais néanmoins, une politique de longue haleine permet également de rationaliser certains frais au sein du conseil régional. Ça peut être également la remise en cause de nombreux marchés publics, avec la renégociation de certains appels d'offres afin de pouvoir les renégocier à la baisse. Donc le spectre ou l'éventail des futures réductions est très très large. Oui, je pense qu'en réalité... vous voyez, là, on est vraiment dans le concret. Le fait même qu'on se demande si on peut tenir 6 ans dans une réduction de budget, alors que les entreprises et les Français le font depuis 20 ans, c'est assez significatif. C'est-à-dire que comme si les finances publiques étaient les vaches sacrées, une sorte de veau d'or, et que finalement on ne pourrait pas y toucher sous peine de crime, de lèse. Alors la gauche dira lèse démocratie sociale, mais un certain nombre de gens de droite ou de centre-gauche diraient la même chose. Et c'est bien le fond du problème. C'est-à-dire que soit on considère que cet argent est le bien commun, et c'est vraiment le fruit de notre travail commun, et on doit le maximiser, soit on considère que c'est une sorte d'argent de poche des élus qui, lorsqu'ils ont un projet, font un emprunt aux établissements spécialisés, et puis ensuite, s'il y a un problème de remboursement, on augmente un peu les impôts, la taxe... sur les cartes grises, elle a augmenté quand même, elle a été doublée en 6 ans. La part régionale de la taxe sur les carburants. Et donc, vogue la galère. C'est-à-dire que dans le fond,
finalement, il y aura toujours les contribuables pour payer les erreurs de gestion ou l'absence même de gestion rationnelle des élus. Nous pensons, et Samuel l'a très bien dit, qu'est-ce que fait un chef d'entreprise lorsqu'il s'aperçoit qu'il a une trésorerie et qu'il veut la gérer correctement, qui est un peu tendue? Dans quoi taille-t-il? Dans les frais généraux. C'est la première chose. Oui, dans ses dépenses. Dans ses dépenses. Il serre la ceinture souvent lui-même. Bon, voilà. Et parfois, il s'endette et il prend une caution sur sa baraque personnelle pour faire les payes de ses salariés à la fin du mois. Alors, je vais vous dire, les élus prennent une caution. C'est la dette qu'ils transmettent aux générations futures. C'est-à-dire la caution, ils la prennent sur les contribuables. Parce que quand vous vous endettez une collectivité territoriale, la caution, c'est quoi? C'est la capacité, dans les années qui suivent, des contribuables à payer la dette. Ah oui. Voilà. Donc il y a bien une logique économique dans la gestion publique. Seulement, on veut la réduire à un effet de magie. C'est-à-dire les Français sont persuadés que l'argent public vient de nulle part. Vous savez, c'est comme quand on vous dit l'Europe paiera. Mais l'Europe paiera. L'Europe, c'est la contribution de la France chaque année, 16 milliards d'euros, dont elle ne voit d'ailleurs qu'une partie lui revenir. Eh bien, tout cela a un coût. Moi, je regrette. La région peut très bien diminuer son budget de 1% par an. Ça nous semble d'ailleurs un point de départ, mais peut-être que nous apercevrons aller plus loin. Parce qu'après tout, si on arrivait à 10%, si nous arrivions en 6 ans à avoir fait baisser l'endettement de manière considérable, eh bien je pense qu'ensuite, on pourrait envisager des investissements sans dette. Et c'est tout le problème de la France, c'est qu'aujourd'hui, tout projet passe par la dette. Et c'est ça qui est tragique. C'est que du coup, comme on est endetté, que l'argent ne rentre plus, que le taux de fiscalité a atteint l'insupportable, il n'y a plus d'investissement public. Il n'y a plus alors dans le privé. Moi, je vois des brochures passer de la région du papier glacé, des photos couleurs, des trucs magnifiques. On sait combien ça coûte. Il n'y a plus d'investissement non plus dans la recherche et le développement pour les entreprises. Beaucoup d'entreprises, de PME, d'assez grosses PME, ou de grandes entreprises, beaucoup de centres de recherche qui pourraient travailler en liaison, partenariat, chercheurs publics, entreprises privées, n'ont pas les moyens d'investir sur la durée. Et donc, si vous voulez, on sacrifie l'avenir par la dette. Et la dette, ça n'est pas du tout quelque chose d'anodin. La dette, c'est une drogue. Et comme toute drogue, ça crée un effet d'euphorie. Et ensuite, il y a la descente après l'euphorie. Et aujourd'hui, je crois que les Français sont en train de se rendre compte qu'ils sont dans la redescente après l'euphorie de l'injection massive de drogue. Et voilà. Alors, vous proposez également, évidemment, de supprimer la gratuité du TER pour les migrants. Voilà, beaucoup de gens ne le savent pas. C'est gratuit pour les migrants. Alors, oui, c'est une spécialité de la SNCF régionale qui, effectivement, a mis en place une gratuité pour les migrants. Ce que ne manque pas, d'ailleurs, d'apprécier les Ligériens qui, eux, prennent ces mêmes trains contre un abonnement qui est plus ou moins coûteux. Et quand on sait notamment que les problèmes récurrents que subissent les TER, notamment en Loire-Atlantique, puisque je suis un utilisateur et je constate la désorganisation ou l'inorganisation de la SNCF et du conseil régional dans cette entreprise, puisqu'on a des pics horaires réguliers qui transportent moult personnes qui se rendent sur leur lieu de travail ou d'étudiants qui partent dans leur faculté ou leur lycée, et on a une rame pour desservir une ligne comme Cholet-Nantes par exemple. Et puis une heure en plein milieu d'après-midi, on va se retrouver avec 2 rames où il y aura environ 5 ou 6 personnes dans chacune des rames. Donc il y a une désorganisation totale qui convient de remettre à plat et de retraiter de manière générale et très forte avec la SNCF. Alors, votre programme est vraiment, Pascal Gana, très détaillé sur la région, sur le plan économique, sur le plan de la sécurité. Évidemment, tout le monde va l'avoir dans toutes les boîtes aux lettres. Bon, allez, moi, je vais quand même vous titiller un peu. Il y a quand même un point, je trouve, un peu cette sorte d'attribution préférentielle des marchés publics aux entreprises régionales. Ah oui, vous dites qu'ils n'ont pas recours aux travailleurs détachés. Là, on est d'accord. Mais je vous ai entendu aussi dire, je ne sais pas si c'est vous, que les entreprises régionales seraient peut-être plus prioritaires. Est-ce que vous ne cassez pas l'idée quand même de la République qui est une et indivisible, et je ne vois pas en quoi ce serait choquant que la région des Pays de la Loire attribue un marché à une imprimerie qui est en Bretagne ou qui est en Poitou-Charentes, parce que ça se fait en sens inverse au nom
au nom de l'unité républicaine. Oui, mais écoutez... Ça ne vous choque pas Ça ne me choque pas. Bon, il est certain que dans l'économie régionale, il ne faut pas se faire d'illusions, la région, c'est une petite partie. Donc, comme c'est de l'argent public, moi je trouve que puisque c'est l'argent des impôts qui est dépensé, pourquoi ne reviendrait-il pas en priorité aux Ligériens ? Vous me parlez de l'imprimerie. Bon, des imprimeries, il y en a dans d'autres régions de France. Oui. Mais à part des travaux très spécialisés dont on ne trouverait pas l'équivalent en Pays de la Loire, pourquoi ne pas faire imprimer les documents en Pays de la Loire ? Alors, il peut y avoir ensuite parfois des sujets beaucoup plus techniques qui nécessitent effectivement l'intervention d'une entreprise étrangère à la région. C'est évident, nous ne sommes pas obtus. Mais si vous voulez, je pense que si chaque région avait à cœur de défendre d'abord les intérêts de sa région, d'une certaine façon transposé au plan national, vous voyez ce que ça donnerait. Ouais, oui. Ça s'appelle la préférence nationale, et qui n'exclue pas la préférence européenne non plus, car on essaye de nous faire un procès, et Bruno Retailleau est un de nos amis en procès économique à travers une pseudo-étude financée par une pseudo-fondation qui est financée par les Républicains, qui avait été la boîte à idées... Fondation Concorde. Qui avait été la boîte à idées de monsieur Sarkozy en 2012, et deux obscurs universitaires... Dont il n'a pas pris les idées d'ailleurs. Oui, d'ailleurs finalement il y a renoncé. Ouais. Mais deux obscurs universitaires, qui sont des gens qui ont fait une étude rétribuée, ce qui est normal, beaucoup d'universitaires font cela, ont publié une étude sur des chiffres truqués et tronqués, essayant de faire croire que le programme du Front National entraînerait la ruine de la France. Et M. Retailleau ne cesse d'en parler. Je note d'ailleurs que le Figaro, auquel les économistes du Front National ont proposé un débat, nous fait attendre depuis 1 mois et demi pour un débat contradictoire. Comme si ces économistes et comme si la droite, ne pas oublier que le Figaro appartient à la famille Dassault, notoirement liée au Parti républicain, craignaient que le Front National ne démontre la pertinence de ces propositions économiques. Donc nous allons prochainement nous tenir à un colloque où nous démontrerons que l'étude de la Fondation Concorde, avec particulièrement Bernard Monod, qui est un des économistes du Fonds, qui est un ancien financier d'ailleurs, qui était le numéro 7 ou 8 d'une grande banque française, qui est député européen, il démontrera le vide et le creux de cette étude brandie par la droite. Et donc moi je crois que, si vous voulez, tout ça, c'est évidemment des manœuvres de dernière minute. C'est la dernière résistance du système qui essaye de faire croire aux Français que le Front National n'est pas une solution, parce que beaucoup de Français ont compris que eux ne sont plus la solution. Donc on joue sur la peur. On nous accuse, nous, de jouer sur la peur. Mais en réalité, on joue sur la peur à droite maintenant. La gauche a beaucoup utilisé ça. Et moi, je constate que la gauche a perdu. Elle a perdu la partie idéologiquement. Et je constate maintenant que la droite s'y met. Ça veut dire que la droite s'apprête à perdre aussi la partie. Et je pense que la droite française classique est en train de mourir dans sa forme actuelle. Elle va exploser après la présidentielle. Je ne suis pas certain qu'elle la remportera. Je pense que s'il y a une amélioration économique, M. Hollande, qui est un grand communicant, remontera. Et que donc la droite va voir éclater ses divisions entre un Sarkozy qui joue une étiquette Front National, un Juppé qui essaye de se bérouiser, qui d'ailleurs aura Bayrou comme principal soutien. Étiquette Front National avec Bernard-Henri Lévy derrière, et il a position sur la Syrie ou sur la Libye. C'est pas vraiment une étiquette Front National, on ne sait pas trop. Elle choque beaucoup de gens au sein des Républicains. Oui, mais il joue sur tous les tableaux. Voilà. Et entre les deux, hors sujet. Nous aurons monsieur. Mais non, il n'empêche que monsieur Retailleau s'appuie sur ces gens-là pour essayer de donner de la consistance à sa campagne. Donc, si vous voulez, nous sommes bien au niveau des régionales dans un débat qui concerne des éléments nationaux. Il est évident que la politique régionale concerne la région par des mesures concrètes dont vous venez de faire état, mais tout ça repose bien sur un grand combat national. Il faut bien que les Français aient conscience que dans ces élections, ils vont voter pour leur région, mais au-delà des régions, ils vont voter pour ou contre des partis qui vont les entraîner soit vers une renaissance, soit vers une espérance, soit vers une autre gouvernance, comme le Front National, soit les vieilles ornières, vous savez, le vieux chemin, où vous aviez l'ornière de droite, l'ornière de gauche, et la boue au milieu. Et je pense que nous voulons refaire entièrement la voie. Dernier point, Pascal Gana. Il y a un point sur lequel je pense
ce serait sans doute un décalage, peut-être avec certains de vos sympathisants, avec beaucoup d'artisans, de commerce. Surtout je ne parle pas chez vous en Sarthe, hein, peut-être chez nous en Loire-Atlantique, c'est la question de Notre-Dame-des-Landes, où là, je peux avancer qu'une grande partie de la classe entrepreneuriale, artisan, commerce, attendent beaucoup de Notre-Dame-des-Landes. Voilà, Samuel Potier. C'est un mythe. Oui, mais voilà, vous savez, dans mes questions, j'essaie de traduire ce que je ressens en contact avec les PME. La position du Front National concernant Notre-Dame-des-Landes a toujours été très claire, très limpide et la même depuis des années. Alors pourquoi nous opposons-nous au déplacement de l'aéroport de Nantes-Atlantique vers Notre-Dame-des-Landes ? D'une part, ça nous semble une gabegie financière assez importante, puisque sans omettre le fait que Vinci prendra en charge la réalisation du dit aéroport avec une piste, simplement, ce qui équivaut à en faire un Nantes-Atlantique bis, qui ne permettra pas notamment d'accueillir de très gros porteurs, voilà. Donc qui prendra en charge ces travaux-là qui sont estimés à 514 millions d'euros. L'ensemble de la classe politique omet, peut-être sciemment ou inconsciemment, de préciser que l'aéroport devra probablement être desservi par une gare TGV, devra probablement être desservi par des axes routiers et tout un ensemble d'axes périphériques dont le montant total des travaux est estimé entre 2 et 4 milliards. Parce que ce n'est pas avec un biclou qu'on va aller à Notre-Dame-des-Landes et ses bagages derrière. Voilà, un biclou, un gyropode, je sais pas, peut-être que certains y arriveront au départ de Nantes. C'est le Vélib. Voilà, le Vélib nantais. Ouais. Cependant, effectivement, ça sera probablement pas par ce moyen qu'on pourra s'y rendre. Nous préférons, et nous l'avons clairement dit dès le départ, conserver l'aéroport de Nantes-Atlantique actuellement, puisqu'il dispose d'une réserve foncière extrêmement importante qui permettrait, si besoin en était, de pouvoir installer une deuxième piste qui aurait l'extrême avantage dans ce cas-là de pouvoir permettre aux avions de contourner Nantes, puisque c'est l'épineux problème du survol de Nantes, en fait, cet aéroport, puisqu'elle serait tournée dans le sens d'arrivée des avions, sachant qu'il y a déjà des solutions qui ont été émises par le syndicat des pilotes de ligne, qui dit qu'il y a une solution toute simple pour éviter le survol de Nantes, c'est de faire une boucle, soit au nord, soit au sud de Nantes, pour pouvoir se poser dans le bon axe à Nantes-l'Atlantique. Ça, c'est le point d'un point de vue purement aviation. Ce maintien de Nantes-Atlantique, nous considérons qu'il doit être de fait mis en parallèle avec une meilleure desserte de la partie ferrée, qui permettrait de relier notamment le centre de Nantes à Nantes-Atlantique, ce qui est une voie qui existait auparavant, donc il suffirait de doubler pour pouvoir la rendre bien plus attrayante et puis surtout beaucoup plus efficace. Et une voie qui pourrait permettre également de recréer un nouveau nœud ferroviaire qui permettrait de repartir vers le sud du département, notamment Pornic, et de créer également un axe qui est déjà plus ou moins en place vers Châteaubriand, qui permettrait de remonter à Rennes in fine. Donc ça, ce sont vraiment les aspects techniques de la chose avec lesquels nous avons travaillé avec beaucoup d'associations sur ce thème-là, afin de pouvoir véritablement mettre en place un projet qui soit à la hauteur de l'enjeu. En dehors de cet aspect technique et financier, il y a également le problème humain et écologique, puisque ça va être un véritable désastre. On va toucher à des zones extrêmement sensibles concernant la faune et la flore à Notre-Dame-des-Landes, sans oublier bien évidemment le désagrément que cela va engendrer pour les habitants proches, sachant qu'il est prévu de conserver également dans l'Atlantique, ce qui démultipliera, ce qui doublera les nuisances en 2 endroits du département. Très bien. Donc, pour le Front National, c'est non à Notre-Dame-des-Landes. Voilà. Pour le Front National, c'est non à la ZAD actuelle et non à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais oui au développement, au maintien et au développement très fort de Nantes-Atlantique, ce qui va régénérer là également une activité économique qui pourra rassurer
nos amis entrepreneurs, artisans ou commerçants, puisqu'il y a un chantier, il y a une possibilité de chantier importante. Il y a beaucoup d'espoir pour Notre-Dame-des-Landes chez cette catégorie. Alors moi, je pense que c'est un mirage économique, c'est-à-dire que, je veux dire une chose, on est vraiment là au cœur du dysfonctionnement de la démocratie française. Ce que j'avais dit au colloque que nous avons tenu dernièrement sur ce sujet, c'est-à-dire que il existe une espèce d'interpénétration entre les milieux du MEDEF, de la haute administration et des états-majors politiques, en liaison avec des grandes entreprises nationales qui ne vivent que d'argent public, Vinci, Bouygues, la Générale des Eaux, toutes ces grosses entreprises de fournisseurs de services publics qui en réalité ont des monopoles, qui donc entretiennent, qui sont en réalité donc des sortes de principautés au sein de la République. Vous savez, jadis, les rois de France, pour récompenser leurs proches, leur donnaient des abbayes avec les revenus. On appelait ça une abbaye en commandite. Eh bien, aujourd'hui, la République donne des marchés à des grands groupes qui s'appuient sur des sortes de clans financiers. Dont les présidents sont souvent des anciens commissaires européens. Etc. Voilà. Et là un préfet se retrouve aujourd'hui chargé, qui pilotait le projet du côté de l'État, se retrouve du côté mais vous savez aussi, Pascal, il y a beaucoup de gens qui sont pour Notre-Dame-des-Landes parce qu'ils voient ceux qui sont contre Notre-Dame-des-Landes. Je sais. Je pense pas à vous, je pense aux zadistes. Ça m'intéresse ce que vous dites, parce que moi j'ai été pendant longtemps pour Notre-Dame-des-Landes. Parce que je voyais la gauche, etc., écologiste être contre, et je me disais, si la gauche est contre, je suis pour. Oui. Et à partir du moment où je suis rentré dans une logique d'étude du dossier avec mon équipe, très vite, j'ai compris qu'il y avait un loup et qu'en réalité, on nous mentait. Et je pense qu'en plus, les artisans, les petites entreprises ou les entreprises du BTP qui pensent qu'ils vont en tirer un fruit se trompent. Parce qu'ils vont être les sous-traitants d'entreprises sous-traitantes. Vous savez, c'est une chaîne de sous-traitance, les grands chantiers publics. Et on leur imposera de telles conditions de prix qui ne pourront pas soumettre. Ah, ça va être serré. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui ça sera ? Ça sera des entreprises de sorte d'intérim pour travailleurs détachés qui emporteront les marchés. Et comme les artisans locaux ne le font pas, eh bien, qu'est-ce qui se passera ? Ils verront passer le train ou ils verront passer l'avion, si je veux dire. C'est-à-dire qu'en réalité, le chantier, les fameux 3000 emplois, ce sont d'abord des emplois limités dans le temps. Et puis surtout, c'est des emplois qui bénéficieront très peu à l'économie ligérienne. Et puis, une fois que l'aéroport sera construit, ça sera plus d'impôts, plus de charges, et donc pour les entreprises, et je le dis aux artisans, si vous payez plus d'impôts, plus de charges, pour vous, ce sera des difficultés économiques grandissantes, car la dette publique régionale deviendra un problème majeur pour notre région. Et je pense que messieurs Clergeau et M. Retailleau sont devenus les VRP de Vinci. Ils veulent bâtir une espèce de pyramide, c'est leur pyramide, c'est leur grand projet mirifique. Mais on assiste à une pyramide assez particulière, c'est-à-dire ils vont poser la pyramide de l'aéroport à l'envers, sur la pointe, et sur une autre pyramide qui, elle, sera une pyramide de dette. Et vous essaierez de faire tenir deux pyramides par la pointe, ça se casse toujours la figure. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de préparer. Alors, soit ils le font de manière totalement irréfléchie, soit ils pensent qu'ils vont faire ils vont forcer le destin. Vous savez, ces gens qui pensent que par leur génie personnel, ils vont pouvoir effacer la réalité. Mais la réalité, vous savez, dans la gestion, on l'a vu dans les entreprises, c'est l'affaire Enron aux États-Unis. Vous avez des gens comme ça qui arrivent en disant « j'ai un grand projet, j'ai un truc nouveau, je vais casser la baraque ». Eh bien, il arrive un moment où on a le mur du réel. Et là, le mur du réel, ça sera l'endettement de la région. Et on a un exemple en Europe. C'est l'Espagne. Au moment de la Movida, l'Espagne a eu beaucoup d'argent. Toutes les Generalitat ont voulu avoir leur aéroport régional, moderne. Aujourd'hui, les 80% d'entre eux sont envahis par les herbes folles et les grandes aérogares sont occupées par les rats, au pire, ou sont devenus des entrepôts sans grand intérêt. Donc voilà. Je rappelle que Genève fonctionne avec une piste et 15 millions. Vrai. Je rappelle que le trafic de Genève-Cointrin, c'est quand même autre chose que Notre-Dame-des-Landes. Et 15 millions. Et en plus, je vais vous dire une chose, c'est beaucoup plus proche de la ville de Genève. Il y a la contrainte du lac et il y a la contrainte des zones montagneuses, qu'il ne faut quand même pas oublier. C'est vrai. Ouais. Donc, en réalité, Nantes-Atlantique, ça fait 20 ans qu'on qu'on gèle cet aéroport. On a fait le minimum. Et maintenant, on dit que ça n'est plus possible. Et on s'apprête, au lieu de faire les 200 millions d'investissements peut-être qu'il faudrait pour Nantes-Atlantique, déjà pour le relier avec une voie ferrée à Nantes, qui ensuite irait jusqu'à Rennes, qui résoudrait énormément de problèmes. Ça mettrait les deux métropoles avec leurs deux aéroports en connexion.
Eh bien, sans parler qu'on a aussi Angers qui pourrait servir d'aéroport de délestage, y compris à Beauvais. Sachant que la SNCF a un projet de doublement de la ligne TGV à partir du Mans vers le sud de la région, qui pourrait donc desservir l'aéroport d'Angers. Donc vous voyez qu'il n'y a vraiment pas besoin de construire un aéroport complémentaire. Et je pense que messieurs Retailleau et Clergeau sont dangereux. Et il faut le dire aux artisans, commerçants, aux cadres d'entreprise, à tous les gens qui pensent que c'est un projet moderne. Il existe parfois de fausses modernités. Et moi, je cite toujours l'exemple du Minitel. L'État français et les hauts fonctionnaires français, les mêmes d'ailleurs des polytechniciens, des grands ingénieurs, des grandes entreprises de pointe françaises, se sont plantés avec le Minitel. Et c'était pourtant français, moderne. Ça dans le monde entier. Voilà, et c'est resté à l'intérieur de la France. Et ça a été un flop. Voilà. Et donc je pense qu'on assiste là à un peu l'équivalent ligérien d'un comme le projet informatique avec Bull, quand on a voulu faire nos propres ordinateurs, etc. On a eu d'autres exemples. Voilà que notre opposition donc, n'est pas idéologique, elle est concrète. Bon. Mais ici, les gens sont quand même pour Notre-Dame-des-Landes parce qu'ils disent au moins quand on prendra l'avion, on mettra beaucoup moins de temps pour aller à l'aéroport. Je finis avec une boutade. Oui, c'est très égoïste. On sera à une demi-heure. La presqu'île de Notre-Dame-des-Landes. Ah oui, mais si vous voulez ça, que les je le dis en plaisantant. Non, mais je veux bien croire pour les. Moi, je trouve ça très amusant que à la Baule, évidemment, on pense là. Mais inutile de dire que les gens de Fontenay-le-Comte n'auront pas la même opinion. Ah oui, mais voilà, ça c'est évidemment. Bon. Il y a justement, très égoïstement, il y a un sujet qui nous concerne ici, qui fait un peu la bronca en ce moment, c'est le projet d'éolienne dite sur le banc de Guérande, c'est-à-dire au large de la Baule. Vous avez suivi ce dossier? Oui. Alors écoutez, le Front National est contre les éoliennes dans toute la France, et ça n'est pas spécial à la Baule. Je vais vous dire une chose, les éoliennes produisent une énergie électrique subventionnée. L'éolienne, les Allemands sont en train d'abandonner l'électricité éolienne, la production électrique. Ils se sont rendus compte que ça n'était pas rentable et que ça ne le serait jamais. C'était du vent. Voilà. Surtout que maintenant que l'énergie pétrolière, les prix se sont effondrés, et donc finalement on s'aperçoit que en réalité, ce qui semblait être propre ne l'est pas tant que ça. Parce que la production, la construction, l'entretien, etc. de ces éoliennes, en réalité, est consommateur de substances chimiques, etc., etc. Et donc, ça n'est pas si vert que ça en a l'air. Ça a d'énormes effets sur l'environnement. Et puis, je ne parle pas de l'esthétique. Parce que, très franchement, les champs d'éoliennes sur tout le territoire français, ça va transformer, si vous voulez, le territoire français en éolien, un peu comme, vous savez, ces zones des États-Unis où il y a un puits de pétrole tous les 500 mètres. Là, on a une éolienne et on nous explique qu'il ne faudrait pas faire du craquage de gaz dans certaines zones parce que ça gâterait les paysages. Je regrette, quand mais... Vous baladez sur les routes de France en ce moment, vous voyez ça sur toutes les routes, vous faites quelques kilomètres et ça braille, ces éoliennes. Et maintenant, on va le mettre sur les côtes. Le paysage est complètement en train d'être transformé. On va le mettre sur les côtes. Et au large, dans la mer Baltique, si vous voulez, qui est une mer inhospitalière, ça n'est déjà pas très beau, mais on ne peut pas dire qu'il y ait des foules touristiques qui se précipitent pour se baigner dans la Baltique, à part les Polonais et les Allemands, qui ont l'habitude de ces mers froides. Mais si vous voulez, chez nous, qui sommes quand même une zone touristique, implanter des éoliennes au large de nos îles, au large de nos côtes, je dois dire que il faut vraiment avoir le fanatisme des Verts et la faiblesse conceptuelle et l'absence de volonté de la classe politique pour céder à ce mirage. D'autant plus que, je veux dire une chose très franchement, il existe un lobby de l'éolien avec des intérêts financiers gigantesques, ça rapporte beaucoup d'argent des entreprises et d'une certaine façon, ça fait vivre tout un monde qui exerce sur les élus des pressions gigantesques. Il faut voir ce qu'un maire rural subit comme pression du préfet pour accepter une éolienne. Moi, j'ai le cas d'amis qui ont monté des associations dans le Maine-et-Loire ou en Mayenne. C'est une véritable... Ces maires subissent des pressions psychologiques extrêmement fortes. C'est un chantage à la subvention. C'est le cabinet du préfet qui vous avez demandé harcèle. que l'on refasse telle route, mais ça ne va pas être possible. Mais simplement, avec l'éolienne, ça va être possible. Oui, c'est ça. Les conseillers généraux que l'on achète... On a tous des témoignages. Il y a quand même 36 000 communes en France. Vous savez, l'information passe maintenant. Les gens se révoltent de plus en plus contre les éoliennes. Au début, les gens se disaient c'est propre.
C'est vrai, bon, voilà. voilà. Et puis aujourd'hui, ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas. D'autant plus que les éoliennes, dans notre climat, autant dans le nord de l'Europe où il y a des vents constants, les éoliennes, seulement pour les faire tourner, elles consomment de l'électricité. Souvent, quand on les voit tourner, on croit que c'est le vent, mais quand on sort de sa voiture, vous savez, quand on passe, si on sort de sa voiture, il n'y a pas de vent. Et donc en réalité, elles tournent parce qu'il faut les faire tourner. C'est du il y a des moteurs électriques qui les font tourner. C'est la même chose pour les éoliennes des particuliers. Vous savez, l'éolien en France, il y a très peu d'endroits où c'est totalement rentable. Voilà. Donc on pense que... Alors le raisonnement est le suivant. C'est un raisonnement industriel, c'est de se dire, plus on en va en produire et en installer, moins elles coûteront cher. Puisque c'est le principe de l'économie d'échelle. Mais on s'aperçoit qu'en réalité, il n'en est rien. Plus on en installe, plus on augmente le déficit. Voilà. Et puis en plus on crée de l'horreur, j'allais dire esthétique, et en plus un endettement des collectivités territoriales, une électricité qui n'est pas du tout économique, et donc je pense que c'est une mauvaise voie. Eh bien voilà, on termine là-dessus. Un dernier mot ajouté, allez, en 30 secondes, l'un ou l'autre, Samuel Potier ou Pascal Gana, parce que là j'ai explosé le temps. Ah oui, je vous en remercie. Eh bien, nous nous situons, si vous voulez, dans une perspective de renouveau et d'espérance. C'est-à-dire que nous ne faisons pas que de la politique politicienne ou électorale. Nous avons une vision de la France. Nous voulons parler de la patrie. Nous voulons parler des valeurs familiales. Nous voulons parler de la pérennité de nos familles, de nos terroirs, de nos paysages ruraux. Nous n'avons pas parlé de ruralité aujourd'hui. De tout ce vieux fond français auquel nous sommes profondément attachés, qui n'est pas ringard, car chacun sait que, comme disent les Américains, small is beautiful. On sait qu'aujourd'hui, c'est le réseau qui crée la richesse. Ça n'est pas le gigantisme, ça n'est pas les structures d'État, c'est l'initiative citoyenne, c'est le fait que les gens récupèrent la démocratie et récupèrent leur liberté. Et nous sommes les derniers défenseurs de la liberté, et c'est ce qui fait le fondement de notre combat. Nous sommes tous des civils, des bénévoles, nous ne sommes pas des professionnels de la politique, et si nous nous présentons aux élections, eh bien c'est parce que nous croyons à la France et aux Français d'abord. Et ce que vous dites s'applique très bien au monde de l'entreprise. Ce sont les grandes entreprises qui maintenant rachètent les petites entreprises parce qu'elles disent qu'elles ont la capacité d'innover, de créer, elles sont agiles. Et voilà. Et les États, c'était pareil. On nous a fait croire que plus on était grand, plus on était fort, et plus on est grand, plus on est mammouth, et que ce sont les petits États qui s'en sortent très bien. La preuve, la Suisse, hein. On pourrait en citer d'autres. Pascal Gana, vous êtes donc chef de file du Front National pour les Pays de la Loire. Merci d'être venu, d'avoir joué le jeu, parce que là, on a fait ça carrément, vous ne saviez pas de quel sujet on allait parler. Ça tombe bien, parce que moi non plus, quand on a commencé l'entretien. C'est toujours un plaisir de venir à la Baule, qui est une ville magnifique. La ville du baron Guichard, qui a construit notre conseil régional, ne l'oublions pas. Voilà. Samuel Potier aussi, vous êtes nantais, donc voilà. Un dernier mot, peut-être sur la Loire-Atlantique. Sur la Loire-Atlantique, très rapidement, comme je le disais tout à l'heure, et comme vient de le répéter Pascal, on a la chance d'avoir une liste qui est constituée de personnes en provenance de la vie civile. Et il n'y a aucun professionnel de la politique présent sur la liste, qui n'est pas le cas de nos adversaires, que ce soit nos adversaires socialistes avec M. Clergeau, où il y a énormément de conseillers régionaux sortants sur la liste en Loire-Atlantique, ou de fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou autres fonctions publiques. Et quant à M. Retailleau, il faudra peut-être qu'il se pose des questions sur nombre de ces colistiers en Loire-Atlantique, puisque un certain nombre de ceux-ci vont devoir probablement choisir entre certains mandats. Il y a beaucoup de cumulards sur cette liste, à commencer par la tête de liste d'ailleurs. Je parle de Bruno Retailleau, bien évidemment, qui devra choisir peut-être entre le palais Guichard, comme vient de dire Pascal, ou la Haute Assemblée, le palais du Luxembourg. Voilà, donc face à ces deux listes, la liste du Front National en Loire-Atlantique, que j'ai l'honneur de pouvoir diriger, se veut une liste... se veut une liste ouverte véritablement à tous les métiers de la société civile, rajeunie par rapport à ce que nous avions l'habitude de voir auparavant, dynamique, motivée, et qui compte bien sur ces élections pour faire entendre sa voix et mettre en œuvre les ambitions qui sont les nôtres pour réussir tant le premier tour que le deuxième tour
et pourquoi pas peut-être nous ouvrir les portes en grand du Palais Guichard. Merci encore. Samuel Potier, tête de liste du Front National en Loire-Atlantique, et Pascal Gana, chef de file du Front National dans la région des Pays de la Loire.